Bonjour, bienvenue dans ce cours de structure de données pour les SMI S4. Alors, nous commençons ici par définir qu'est-ce que c'est qu'une structure de données. On dit ici, il est souvent pratique de regrouper logiquement plusieurs variables en une seule variable composée. On parle alors de structure ou bien d'enregistrement. Il existe quatre grandes classes de structures de données. Les structures de données séquentielles qui sont les tableaux, les structures de données linéaires qui sont les listes chaînées, ensuite les arbres et les graphes. En ce qui concerne les tableaux, c'est déjà vu lors d'un cours précédent. Dans ce cours, on va s'intéresser aux listes chaînées. Alors, on va les diviser en deux, listes simplement chaînées et listes doublement chaînées. Pour les arbres, on parlera des arbres binaires, des arbres NR, et ensuite on va traiter des graphes. En ce qui concerne les tableaux, on connaît qu'un tableau est une structure de données appelée T par exemple, qui permet de stocker un certain nombre d'éléments, T de I, ou bien TI, repérés par l'indice I. Les tableaux, ils vérifient généralement les propriétés suivantes. Tous les éléments ont le même type de base et le nombre d'éléments stockés est fixé. Et ici, on pose la question suivante. Si l'on veut stocker des éléments de type différent, qui font référence à un même objet, alors, que faire puisque les tableaux ne peuvent pas le faire? Alors, on va avoir recours à une structure. Alors, du fait que la structure va être définie par un élément, ou bien un objet, ou bien une entité qui va grouper ou bien qui va englober plusieurs éléments de type différent. On dit ici que la structure est un équivalent de l'enregistrement en algorithmique. C'est un type structuré ou type hétérogène composé de plusieurs champs, pouvant avoir chacun leur propre type. On donne ici une syntaxe générale. Alors, on définit le mot-clé struct, ça c'est un mot-clé propre au langage C. Ensuite, on donne le nom type, le nom du type au choix. Alors, ici, c'est comme, il s'agit de la définition d'une variable. C'est comme je précise un int x, ou un float y. Le mot-clé struct, c'est un mot-clé du langage C. Le nom type, c'est un nom utilisateur, propriétaire. Alors, j'ai choisi d'appeler ma structure nom type. Entre les accolades d'ouverture et de fermeture, on précise les champs qui vont être inclus dans la structure par des déclarations usuelles, type 1 champ 1, type 2 champ 2, type 3 champ 3 et ainsi de suite. Donc type 1 peut être int, float, char et ainsi de suite. Même struct, encore une autre structure ou bien la même structure, on va la voir par la suite. Champ 1, champ 2, champ 3, bien sûr, ce sont les noms de variables. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on peut avoir un int x, on peut avoir un float y, on peut avoir un char s, et ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, ici c'est ce qu'on appelle la création, ou bien on peut dire qu'il s'agit de la précision d'un modèle. On n'a pas encore déclaré une variable. Lorsque on veut déclarer une variable qui va avoir ce type suivant qui est le nom type, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préciser le type. Alors le nouveau type qui est struct non type. Ici on a précisé struct non type et ensuite objet. Maintenant objet c'est quoi? Objet, c'est une variable de type structure non type. C'est-à-dire que la variable objet va contenir les champs 1, champ 2, champ 3 avec leurs valeurs. Et on a mis ici des pointillés. S'il y en a d'autres champs, la variable objet va les contenir encore. On parle ici de la taille réservée en mémoire, la taille de la structure ou bien la taille de la variable objet ici et la somme des tailles des champs et on va pas entrer dans d'autres détails pour raison de simplicité et pour raison de rester lié au cours demandé.
Nous avons ici un exemple de structure. Struct étudiant. On a choisi, ou bien on a préféré d'utiliser une structure et de l'appeler étudiant qui contient un champ entier qu'on a appelé CNE, deux champs de type caractère ou bien chaîne de caractères, une chaîne de caractères nom avec 80 caractères au maximum et une chaîne de caractères prénom avec également 80 caractères au maximum. Là, il s'agit de la définition d'un modèle, de la définition d'une structure étudiant, mais on n'a pas encore de variable étudiant. Alors, pour avoir de variables de ce type de structure, des étudiants qui vont avoir leur CNE, leur nom et leur prénom, il faut les déclarer. La déclaration est la suivante. Nous avons ici un exemple de déclaration de variable. Struct étudiant E. Maintenant, E, c'est une variable de type structure étudiant. E, c'est une variable qui dispose de son CNE, qui dispose de son nom et qui dispose d'un prénom. Deuxième déclaration, c'est struct étudiant et on a ici tab étudiant son. Alors là, c'est un tableau de structure, on l'a précisé ici en commentaire. Tab étudiant est un tableau qui peut stocker 100 éléments de type struct étudiant. Alors, qui peut stocker 100 éléments comme l'objet E ici, si on veut dire, ou bien comme la variable E. On peut encore initialiser au moment de la déclaration. Alors, initialisation à la déclaration, ici, struct étudiant E reçoit, on ouvre des accolades et on remplit par des valeurs. Alors, la 781 ici, c'est la valeur du premier champ. Le premier champ mentionné lors de la définition de la structure, ou bien lors de la définition de la structure, c'est le CNE. Alors, le CNE de l'étudiant E, ça sera le 781. 81. La deuxième valeur sera attribuée au deuxième champ de la structure. Alami, par exemple, ici, c'est le nom attribué à l'étudiant E. La troisième valeur Badr, elle sera attribuée au troisième champ de la structure étudiant E. Alors, le prénom de E, ça sera Badr. Ensuite, on va parler de comment accéder aux différents éléments, ou bien l'accès à différents membres, aux membres de la structure. Alors, l'accès pour le tableau, ça se fait par un TI. L'accès pour les champs de structure se fait par un point. Objet, point, champ. L'objet, c'est la variable, et le point pour pouvoir choisir un champ parmi les champs de la structure. Alors, si l'objet ici, si notre objet est E ici, nous avons le droit de mettre E, point, et on va choisir entre l'une des trois variables ici. E.CNE, ou bien E.nom, ou bien E.prénom. C'est ces instructions qui peuvent nous donner l'accès aux différentes valeurs de la variable E. Maintenant, une utilisation de ce qu'on appelle le type, le typedef. Le typedef, encore, est un mot-clé qui permet de redéfinir le type. Alors, comment on va discuter comment faire, ou bien de quoi il s'agit. Ici, on a mis typedef struct étudiant. Et il faut savoir juste déchiffrer cette instruction. Elle est composée de trois parties. La première partie, c'est le mot-clé typedef. La deuxième partie, c'est le struct étudiant, c'est la structure étudiant que nous avons déjà définie tout à l'heure. La troisième partie, c'est étudiant. Alors, comment déchiffrer encore ces trois parties? Alors, la première partie, c'est le mot typedef qui va permettre de définir un nouveau type à partir d'un ancien. L'ancien type, maintenant, c'est quoi? C'est le struct étudiant qui est déjà défini. On l'a déjà défini dans la diapo précédente. Et à partir, c'est cet ancien type qui va être renommé et on va redéfinir un nouveau type qu'on va appeler étudiant. Ça veut dire qu'au lieu de déclarer, alors je reviens vers la diapo précédente, au lieu de déclarer à chaque fois pour déclarer E, il faut mettre struct étudiant E, ou bien pour déclarer F, struct étudiant F. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer la structure struct étudiant, ou bien la déclaration
avec struct étudiant par la déclaration avec juste un nouveau type que nous avons appelé ici étudiant. Alors, après les pointillés, ici après un certain code, on veut déclarer un objet de type étudiant. On va pas mettre struct étudiant, mais on va mettre ici juste étudiant. Et bien sûr, le code est vraiment sensible à la casse. Il faut bien remarquer que étudiant en majuscule, avec un E majuscule, ce n'est pas l'étudiant avec un E minuscule. Pour l'accès au champ, on utilise le symbole point. On a ici un exemple d'affichage avec la fonction printf pour afficher. Alors, l'étudiant %S a le numéro %D. On va voir par quoi remplacer ça. Alors, première valeur %S va être remplacée par E.prénom. Deuxième valeur %S va être remplacée par E.nom. Et la troisième, le %D, va être remplacé par E.CNE. Là, c'est un exemple d'utilisation et on va afficher l'étudiant, alors le prénom, le nom, a le numéro et on affiche le CNE. Deuxième utilisation, E.CNE reçoit un 12, 12, 12, 12, une affectation. L'affectation est encore possible entre deux variables de même type. Lorsqu'on dit variable ici, on veut dire deux structures. On déclare ici deux structures E1 et E2, les deux de type étudiant, le type déjà défini en haut, c'est-à-dire la structure étudiant. On peut alors par la suite réaliser l'affectation suivante. E1 reçoit E2. Ça veut dire que tous les champs de E1 vont recevoir les valeurs des champs de E2 dans l'ordre d'apparition, bien sûr dans l'ordre de déclaration. Remarquez que ceci n'était pas permis pour les tableaux. Il fallait parcourir un tableau et réaliser l'affectation élément par élément. Ici, pour les structures de données, heureusement, c'est possible. Ensuite, on va vers l'utilisation du mot-clé typedef. Typedef, déjà vu dans la diapositive précédente, on peut définir une structure étudiant de la manière standard comme nous l'avons déjà vu, ou on peut dire avec la première méthode que nous avons utilisée, c'est-à-dire je définis une structure étudiant avec les champs, tous les champs qu'on veut. Ensuite, une fois qu'on arrête la définition, on déclare typedef struct étudiant étudiant. Alors là, il y a une petite erreur de frappe. Alors là, c'est le E ici qui doit être en majuscule, celui-ci en minuscule, ou bien c'est l'inverse. Alors celui-ci doit être en minuscule. Ceci est encore équivalent à l'écriture à droite, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le typedef struct, on définit une structure et entre accolades on précise les champs. Alors cette définition qui va être nommée ou bien appelée par le nouveau type étudiant. Et pour les deux écritures, que ce soit celle de gauche ou celle de droite, la déclaration sera la même. On va utiliser le nouveau type étudiant avec E majuscule, étudiant comme type de déclaration et E comme variable de déclaration. Le mot-clé typedef permet ici d'éviter la répétition du mot struct à chaque déclaration. Chaque fois qu'on veut déclarer une structure, on ne va pas utiliser struct, 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 mais plutôt juste le nom de la structure ou bien du nouveau type. Ici, nous avons encore un autre exemple, typedef étudiant étoile P étudiant. C'est la déclaration d'un pointeur vers la structure étudiant. Alors, et on a redéfini, ou bien on a défini le type étoile P étudiant. Alors, le nouveau type P étudiant, on l'a défini à partir du type étudiant qui existait déjà. Et pour déclarer deux pointeurs qui vont pointer sur une structure de type étudiant, alors le type va être P étudiant ici. Et les variables, ce sont P1 et P2. Alors P1 et P2, ce sont deux variables. De quel type? Ce sont des variables du type P étudiant. Et P étudiant, c'est quoi? C'est quel type? C'est un pointeur vers une structure étudiant. Ici, on dit que P1 et P2, ce sont des pointeurs vers des structures de type étudiant déjà défini en haut. Nous avons ici un exemple de code, un exemple classique. On définit la structure complexe pour définir les nombres complexes en mathématiques.
Alors, la structure, un nombre complexe, on sait tous qu'il demande une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une structure avec deux champs de type double, d'avant. Comme quoi, on va nommer un premier type réel et un deuxième imaginaire pour désigner la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Et le nombre complexe va être défini comme une structure. Dans un programme main, on déclare struct complex z. Alors z est une variable du type struct complex, c'est une variable de type structure. Structure complexe définie précédemment. Ensuite, double norme, une variable norme, et on va calculer la norme, on donne la valeur suivante à la norme. Alors norme reçoit SQRT la racine carrée z point réel, alors le nombre complexe z point réel, fois z point réel, alors z réel au carré, plus z imaginaire au carré, alors plus z fois z point imaginaire, fois z point imaginaire. Alors, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, et on met le tout à la racine carrée. Ça nous donne le calcul de la norme. Et on affiche la norme de pourcentage f plus i pourcentage f, c'est juste en forme pour prendre un réel ici plus i, un réel, alors égal le troisième réel. Alors le premier réel c'est z point réel, le deuxième c'est z point imaginaire, et le troisième c'est la norme calculée dans la structure précédente. Un deuxième exemple, on déclare une structure d'étudiants. Là, il vaut mieux manipuler des exemples pour s'habituer, si on veut dire, aux structures. On déclare une structure ici étudiant avec un entier CNE, un char nom, une chaîne de caractères nom de 30 caractères au maximum, et une deuxième chaîne de caractères prénom de 30 caractères également. Une structure étudiant qui contient 3 champs. Dans le programme principal main, on déclare E une variable de type structure étudiant et on l'initialise au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'elle contient la variable E? Elle contient le 2, 3, 4, 3, 4. Alors, l'initialisation de cette valeur va être affectée au premier champ de la structure E, c'est-à-dire au CNE de la structure E. C'est-à-dire que c'est un équivalent de E.CNE reçoit 2, 3, 4, 3, 4. Deuxième valeur, l'alami, elle va être affectée au deuxième champ de la structure E. Le deuxième champ de la structure E, tel que défini, c'est le nom. C'est équivalent encore à E.nom reçoit l'alami. Ou bien même si on n'a pas le droit d'affecter les chaînes de caractères, on va réaliser l'utilisation des fonctions prédéfinies. La même chose pour le troisième champ, Mohamed ici, c'est le prénom. Alors on va affecter le prénom Mohamed au troisième champ de la structure étudiant. On affiche ici le numéro printf. Alors l'affichage ici que nous avons, c'est numéro pourcentage d nom pourcentage s prénom pourcentage s. Première valeur, il s'agit de e.cne. Deuxième valeur, il s'agit de e.nom. Et troisième valeur, il s'agit de e.prénom. C'est juste pour faire apparaître des manipulations traditionnelles, usuelles pour les structures et leurs champs. Maintenant, comme pour les types de base, comme pour le int, float, double, char, on peut utiliser des pointeurs sur structure. Un pointeur qui pointe sur une structure. Ici, nous déclarons le nouveau type étudiant. Alors, E c'est quoi? E, c'est une variable de type structure qui va contenir, par exemple, le CNE, le nom et le prénom. Étoile PE, c'est quoi? Étoile PE est un pointeur, est une variable de type pointeur qui pointe vers une structure de type étudiant. L'instruction suivante, l'affectation suivante, PE reçoit l'adresse de E. C'est que PE contiendra l'adresse du premier champ de la structure. Par analogie, nous avons vu que pour un tableau, lorsqu'on déclare un tableau avec plusieurs éléments, les T de I, par exemple pour un tableau T, les T de I, ce sont les éléments. T de 0 c'est le premier élément, T de 1 c'est le deuxième élément, et ainsi de suite. Mais la variable T à elle seule, sans crochet,
Elle représente un pointeur vers le premier élément. Contiendra l'adresse du premier élément. Là, le pointeur PE, il contiendra l'adresse du premier champ de la structure. Lorsqu'on a un pointeur, lorsqu'on utilise des pointeurs sur des structures ou bien des pointeurs avec les structures, on peut substituer le symbole d'accès au champ qui était le point par la flèche. Mais on peut toujours utiliser le point. Cependant, la flèche facilite un peu la tâche. On va voir tout de suite les trois exemples. Alors, pour accéder au champ dans le cas des pointeurs, on utilise le symbole flèche. Donc, PE flèche CNE reçoit 12. Bien, printf pourcentage D, PE flèche CNE. Donc, PE flèche CNE veut dire que le CNE de l'élément qui est pointé par le pointeur PE. Attention, PE ce n'est pas un élément. Il n'existe pas de PE point. On ne peut pas dire PE.CNE. Pourquoi? Parce que PE n'est pas une structure, il n'a pas les trois champs. CNE, étudiant, CNE, le nom et le prénom. PE, c'est juste un pointeur, il contient une adresse. Alors on va utiliser PE, flèche CNE, ou bien PE, flèche nom, bien PE, flèche prénom, dans notre cas ici. Ou bien on peut utiliser E.CNE, puisque PE ici, remarquez que puisque PE contient l'adresse de E. Ils sont liés, alors PE pointe vers E. Ou bien encore, une troisième méthode, c'est qu'on peut utiliser étoile PE.CNE. Pourquoi? Parce que l'étoile PE, ça, c'est une valeur. Ce n'est pas un pointeur, mais c'est l'élément pointé par le pointeur PE. D'accord? Nous avons ici un exemple d'utilisation de pointeur. Programme principal main, on déclare une structure étudiant, on déclare un pointeur E2 qui va pointer vers une structure étudiant, et on déclare une variable E1 de type structure étudiant. Ici, un message pour inviter l'utilisateur à entrer le numéro de CNE de E1. On va le stocker, on va l'enregistrer dans l'adresse mémoire de E1.CNE. On affiche le numéro et pourcentage D et E1.CNE. On va l'afficher tout simplement pour s'assurer que c'est vrai, on a reçu la bonne information. Ensuite, entrer le numéro CNE de E2. Alors là, pour entrer le E2, nous avons recours à une instruction d'allocation dynamique. Alors pourquoi nous avons besoin de l'allocation dynamique? D'abord, E2 c'est quoi? E2 c'est un pointeur. Alors puisque c'est un pointeur, il va contenir juste une adresse mémoire. Est-ce que le E2 peut contenir un CNE? Non. Est-ce que le E2 a le champ CNE, le champ nom, le champ prénom? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que E2 est un pointeur. Il peut contenir juste une adresse mémoire. Il ne peut pas contenir les champs. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est un pointeur, on va réserver de l'espace mémoire. On va créer un nouvel élément sur lequel E2 va pointer. Alors, et lorsque l'élément va être créé, il va avoir un espace mémoire où il va stocker les trois champs CNE, le nom et le prénom. Alors l'instruction d'allocation dynamique est la suivante pour créer un espace mémoire suffisant pour une structure. Alors, on affecte d'abord tout ça à E2. E2 reçoit quoi? Alors, j'aimerais tout le temps commencer par malloc, par l'explication de la fonction malloc. Alors, malloc, qu'est-ce qu'elle fait? Malloc, c'est une fonction pour allouer de l'espace mémoire de manière dynamique. On va allouer de l'espace mémoire sur la RAM de manière dynamique, et bien sûr, puisque sur la RAM de manière aléatoire. Combien d'espace mémoire on va allouer? De manière dynamique, on va allouer size of étudiant, la taille d'une structure étudiant, ou bien size of struct étudiant. Alors, ça dépend du type. D'accord? Size of étudiant. On va allouer de l'espace mémoire. Alors, cet espace mémoire, il va contenir une adresse. Alors, c'est l'adresse de quoi? C'est l'adresse d'une structure étudiant. Alors, ça, c'est un pointeur. On réalise ici une conversion explicite pour convertir vers la structure que nous voulons. Alors, on va réaliser la conversion pour que le E2, ou bien puisque le E2 est un pointeur sur une structure du type étudiant. Une fois que nous avons réservé cet espace mémoire, E2 maintenant pointe vers un espace mémoire de la taille étudiant. E2 pointe vers un espace mémoire qui contient à la fois le champ CNE, le champ nom et le champ prénom.
Et puisque E2 pointe vers une structure de ce type qui contient ces trois champs, on peut maintenant sauvegarder une donnée dans l'adresse de E2 flèche CNE. Puisque E2 est un pointeur, alors E2 flèche CNE. Lorsqu'on va afficher, on va avoir la valeur saisie ici par clavier, on va l'afficher exactement sur le champ E2 flèche CNE. Maintenant, juste une petite histoire pour montrer juste l'importance des structures et l'utilisation des structures avec les tableaux. On passe ici d'un tableau de dimension où nous avons par exemple des noms et leur date de naissance. On va supposer que ce sont les années de naissance de Alami, Bartali, Wahhabi et bien d'autres entre les trois. Alors, face à un tableau, si on veut représenter ça avec un tableau à une dimension, il nous faut des cases où nous avons à la fois la personne et sa date de naissance, son année de naissance, la personne et son année de naissance. Alors, avec les tableaux, malheureusement, ce n'était pas possible. Mais en combinant les tableaux et les structures, c'est possible. Il nous faut une variable de type structure. Chaque élément du tableau, chaque T de I, va contenir une variable de type structure. Alors, ici, on présente un exemple de code à détailler. Alors bien sûr, après les en-têtes, on déclare une structure élève qui contient deux champs, le nom et la date. Alors le nom est une chaîne de caractères de 20 caractères au maximum, la date c'est un entier. Ensuite, on va la redéfinir par type de struct élève. Alors le struct élève va être redéfini par étoile classe, c'est-à-dire que la classe ici va être un pointeur sur une structure de type élève. Et dans le programme principal, alors ici, je reviens ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de créer un tableau de type classe qui va pointer vers plusieurs structures de type élève. On va regrouper plusieurs élèves dans une classe. Dans le programme principal main, nous avons un entier n et un entier i, et classe. On déclare classe. Alors classe c'est quoi? Maintenant classe c'est le nouveau type. De quoi il s'agit? Alors le type classe c'est quoi? C'est un pointeur vers une structure du type élève. Le type classe, la variable c'est tab. Alors tab c'est quoi? C'est une variable de type classe. C'est-à-dire que c'est une variable de type pointeur vers une structure élève. Ensuite on demande ici entrer le nombre d'élèves, ou bien dans les nombres d'élèves, on va les enregistrer dans une variable n. Ensuite, pour le tableau tab, ou bien pour la variable tab, qui était un pointeur vers élève, qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est un pointeur, il faut allouer de l'espace mémoire. Qu'est-ce qu'on fait? On va allouer de l'espace mémoire. Malloc, combien alors? Combien d'espace mémoire va-t-on allouer? Nous avons ici un produit de n fois size of struct élève. Size of struct élève va nous permettre d'allouer la taille d'une structure élève, et ensuite on va la multiplier par n. Pourquoi? Pour allouer de l'espace adéquat pour n élèves que nous avons précisé en haut. Et le tout va être converti, bien sûr, cette allocation mémoire va être convertie vers le type classe, c'est-à-dire va être un pointeur vers la structure élève. Et le tout va être affecté à la variable tab. C'est-à-dire le pointeur tab va pointer vers l'espace mémoire réservé pour n éléments de taille ou bien de type structure élève. Nous avons ici une boucle de 0 jusqu'à n pour pouvoir stocker les n élèves. Alors on demande l'élève numéro, le numéro de l'élève, et on va stocker son nom. On demande le nom de l'élève, on va stocker son nom, c'est un pourcentage S, dans l'adresse mémoire de tab de i. Alors tab de 0.nom. Et on affiche la date de naissance, ou bien on demande la date de naissance, on va la stocker dans l'adresse de tab de i, point date. Maintenant, les tables de i, les éléments du tableau tab sont tous des structures qui contiennent, ou bien qui disposent des champs nom et des champs date. On peut utiliser l'instruction ou bien l'expression tab de i, point nom et l'expression tab de i, point date. Ensuite, on va entrer un numéro, i, l'élève numéro, et ainsi de suite. C'était juste pour expliquer cette combinaison de structure et table.
Ensuite, on parle ici d'une autre notion, il s'agit de l'imbrication d'une structure. Alors, comme nous le savons déjà, l'imbrication, on parle toujours de l'imbrication des conditions, if-else, l'imbrication des boucles à l'intérieur d'une autre. Ici, l'imbrication des structures, c'est une structure à l'intérieur d'une autre structure. On déclare ici une première structure, date, struct date, int, jour, mois, année. Alors, la structure date contient 3 entiers, le jour, le mois, l'année. Ensuite, on l'a redéfini par le nom, on lui a donné le nom date avec un D majuscule. Et on définit notre deuxième structure étudiant. Struct étudiant, il contient le CNE, le nom, le prénom, et cette fois-ci, nous avons ajouté la date naissance. Alors, de type date. DNS pour désigner date naissance, de type date. Alors, le type date, c'est quoi? C'est la structure déjà définie en haut. Ou bien je pourrais mettre struct date DNS, date naissance. Alors, ceci étant dit, on peut toujours redéfinir par typedef struct étudiant étudiant. Alors, tout ça, toutes ces structures vont être redéfinies par étudiant. Et comme ça, lorsque je vais déclarer un étudiant X, il va avoir x.cne, x.nom, x.prénom et x.dns. Date naissance. La date naissance encore, elle va avoir des champs, 3 champs, le jour, le mois et l'année. On va le voir par la suite. On peut toujours initialiser la déclaration. Alors, je déclare ici un étudiant E qui reçoit 781 Varoudi Najla avec la structure 1206-2000. Pour l'accès au champ, on utilise la double indirection. Ici, nous avons un exemple. L'étudiant %S est né le %D, %D, %D. L'étudiant %S, ici, c'est le nom. E.nom. Est né le %D. %D, maintenant, c'est le jour de sa naissance. Alors, c'est le E.dns. DNS, c'est une structure qui a les 3 champs, jour, mois et année. Alors, DNS.jour. La même chose pour le mois. E.dns.mois. E.dns.année. La double indirection. On utilise le point encore. Alors, pour l'exemple, le programme va afficher et l'étudiant Baroudi est né le 12-06-2000. Alors, ici on parle d'utilisation d'un champ qui soit du même type que la structure. Alors, voilà un cas particulier ici. Struct étudiant, int CNE, char nom, prénom. Alors, tout à l'heure, nous avions la structure date. Maintenant, nous avons la structure struct étudiant. La même structure et binôme. Pour préciser, voilà l'étudiant, voilà son binôme. Alors là, c'est incorrect. Pourquoi? Parce que le compilateur ne connaît pas la taille mémoire à réserver pour le champ binôme. Pourquoi il ne connaît pas la taille mémoire pour réserver au champ binôme? Parce qu'il y a ici une sorte de... c'est analogue à une récursivité. On est en train de définir la structure étudiant, mais on n'a pas encore terminé et on demande de déclarer une structure étudiant à l'intérieur. On n'a pas encore terminé. D'accord? Le compilateur ici, il ignore la taille, combien il va réserver. Alors là, c'est ce problème qui rend nécessaire, voire primordial, l'utilisation de quoi? L'utilisation des pointeurs à l'intérieur d'une structure. Pour l'utilisation de pointeurs ou bien de l'adresse, alors comment on va faire pour donner solution à ce problème? On déclare l'étudiant, struct étudiant, avec le champ CNE, avec le champ nom, prénom, et ensuite une structure étudiant étoile binôme. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré un pointeur qui va pointer vers une structure étudiant. Alors pourquoi ici il n'y a pas la taille du compilateur qui ne connaît pas la taille de mémoire? Il n'y a pas le problème du compilateur qui ne connaît pas la taille mémoire. Parce que la taille mémoire ici, réservée pour le pointeur, il n'est pas lié à la structure étudiant. Il est lié à une adresse mémoire. On va réserver de l'espace pour stocker une adresse mémoire, quel que soit le type sur lequel on va pointer. C'est pour ça qu'on évite ce problème de structure imbriquée lorsque elle a le même type par l'utilisation d'un pointeur. Et c'est ce qui va être une introduction à notre deuxième partie qui traite des listes chaînées.
lorsqu'on va utiliser le même pointeur vers un même élément du même type et on va l'appeler un pointeur vers l'élément suivant. Alors, on arrête ici pour cette première capsule, pour cette première partie, et on reprend avec la deuxième, ou bien la partie suivante.